Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit les dirigeants des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gérald Karsanti, qui est président de SAP France. Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous savez, on commence toujours cet entretien par une actu, un événement, une tendance qui a retenu votre attention, qui concerne évidemment notre secteur, mais qui peut aller au-delà. Qu'est-ce que vous avez choisi parmi la myriade d'informations qui peuvent tomber ces derniers temps? Il y en a plein, hein. Il y a plein d'informations intéressantes. Moi, mais je crois quand même que je me suis concentré plutôt sur la gestion du Covid et des derniers et de ce que vont donner les variants. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, on est pris dans dans cet engrenage depuis plus d'un an et franchement, là, pour le coup, on a très peur qu'il y ait à nouveau un autre confinement et que surtout de découvrir quelque chose qu'on n'a pas envie de découvrir, à savoir voilà, un imprévu sur un variant qu'on ne maîtriserait pas par les vaccins, enfin, quelque chose comme ça. Donc moi ça me concentre, je me concentre beaucoup là-dessus. Moi, je peux rien y faire d'ailleurs à part observer, mais c'est quelque chose que je suis parce que voilà, il est temps maintenant qu'on sorte de cette période un peu folle dans laquelle nous avons été et qu'on puisse repartir et aller de l'avant. Mais alors justement, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette année quand même un peu difficile et comment vous vous projetez sur cette année 2021? Est-ce que vous avez, évidemment, je suppose comme beaucoup d'entreprises, vous avez changé vos modes d'organisation avec le télétravail bien sûr, mais comment vous voyez les mois qui viennent? D'abord, on le verra plus tard hein, quand on fera le bilan, mais on nous aurait dit fin 2019, voilà ce que vous allez vivre, personne n'y aurait cru. C'est quelque chose d'assez incroyable. Après, effectivement, on s'est plutôt bien adapté chez SAP parce que on est une entreprise de technologie, on utilise les technologies, on sait travailler à distance, qui est une chance que d'autres secteurs n'ont pas. Donc nous, c'est plutôt le cas. Donc ça n'a pas vraiment perturbé nos opérations. Ça les a forcément perturbés parce il y a forcément, on l'a bien vu, un ralentissement économique général, mais globalement nos résultats sont restés bons. Et pourquoi? Parce que on a pu s'organiser et travailler avec nos clients à distance, ce qui pour nous est une chance indiscutable. Après, il y a la gestion de notre vie quotidienne, la façon dont on interagit avec déjà nos équipes en interne. Donc on a multiplié les contacts, multiplié avec le directeur général et les membres du comité de direction, multiplier les interactions, essayer de varier le type de communication pour qu'il y ait vraiment un lien qui continue à s'établir et que les personnes qui se retrouvent chez elles en télétravail ne se sentent pas totalement isolées et pas dans l'entreprise, qu'elles fassent partie d'une équipe. Et puis après, il faut aussi réinventer la façon de communiquer avec les clients, avec les partenaires, avec notre écosystème. Et là encore, ça oblige quand même à réfléchir à la question. Il ne s'agit pas de dire uniquement on va se mettre en télétravail parce que ça a du sens, parce que c'est vrai que ça, parler du temps qui court, ça a quand même du sens, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Bon, par contre, on arrive à maintenant, ça fait maintenant un an hein, qu'on était quasiment en train d'annoncer le premier confinement. Donc ça fait un an, ça paraît incroyable, mais ça fait un an. Euh, on sent bien maintenant qu'il faut quand même. Alors, j'entends le gouvernement et bien sûr, je comprends ses propos hein, quand on dit qu'il faut privilégier le télétravail au maximum. Nous, on a toujours vraiment joué la protection de nos salariés à 100%, c'est-à-dire qu'on a placé l'humain avant toute autre chose. Mais maintenant, on se rend compte quand même qu'il y a une nécessité pratiquement enfin en tout cas pour la majeure partie de nos équipes, de revenir à un minimum au travail au moins une journée par semaine. C'est ce qu'on a décidé de faire. C'est-à-dire qu'on a réouvert avec des planchers très bas. C'est-à-dire qu'on a mis des seuils on a d'abord ouvert très peu d'étages. On a une tour avec une vingtaine d'étages. On en a ouvert que 3. Et en plus avec des jauges. C'est-à-dire que quand on atteint 10-15%, on arrête, on ne laisse plus rentrer de salariés. Donc, on se retrouve avec un nombre quand même assez limité et les personnes peuvent venir une fois par semaine, chacun, au bureau. Et c'est vrai que le seul fait d'avoir fait ça euh,
a remis du baume au cœur de beaucoup de personnes. On l'a observé, comme quoi nos équipes, mais je crois que c'est le cas dans toutes les entreprises et partout, tout le monde a besoin d'interaction humaine à nouveau. On a besoin de reprendre un minimum de vie sociale. Et je pense que si on ne trouve pas un équilibre, il y a pas mal de voix qui s'élèvent. J'aurais pu aussi citer ça comme événement la semaine, parce que on voit bien que cette semaine, il y a des voix qui s'élèvent. Alors, moi, je ne fais pas du tout partie de celles qui disent la façon dont le gouvernement a géré, c'est pas bien, etc. Parce que je pense que euh, on n'aurait pas été beaucoup plus malin si on avait eu à gérer cette crise à la place du gouvernement. Je pense que c'est extrêmement compliqué. Je pense que, bien sûr, qu'on était préparé, mais personne n'était préparé à ça. C'était invraisemblable. Alors, il y a des partis qui auraient pu être mieux gérés sans doute. Mais par contre, je fais partie des voix que j'entends là cette semaine en particulier, où il faut peut-être trouver un équilibre. C'est-à-dire que maintenant, le tout dans un sens, au détriment maintenant du moral des citoyens et des salariés, peut finalement avoir des conséquences bien plus importantes. Donc il faut trouver probablement un compromis. Il y a des moyens de se protéger sans forcément arrêter à nouveau l'économie. Je pense que vraiment un troisième confinement, et là il faut dire que le président Emmanuel Macron a tout fait pour ne pas justement aller vers ce troisième reconfinement, et je pense qu'il a raison, et qu'on peut saluer ça. C'est assez courageux d'une certaine façon, mais il faut tenir parce qu'un troisième reconfinement, je pense que là, ça aurait des conséquences pour notre économie et surtout pour les petites entreprises, les commerçants, il y aurait beaucoup de conséquences. Déjà comme ça, on le sait, il y aura des conséquences. Ça va pas être neutre. Il y aura l'après qu'on va devoir gérer. Mais là, s'il y avait un troisième reconfinement, là, ce serait quand même assez problématique. Très bien. Bah, écoutez, peut-être que notre président nous écoutera, enfin vous écoutera et donc tiendra compte de votre avis. Alors on va parler évidemment de SAP et on va revenir sur l'événement très récent Rise with SAP. Il y aurait un ensemble de services que vous proposez pour migrer vers le cloud avec un engagement très fort parce que je regardais sur votre site, dans votre communication, vous dites que vous vous engagez à un coût total de possession inférieur de 20%, incluant les coûts de migration. Donc c'est quand même un engagement très fort. Alors, je vous demandais d'expliquer un peu ce que c'est que ce programme, mais si je regarde, quand on a eu notre dernier entretien en juillet 2019, il y avait eu déjà un programme à Sapphire 2019 qui s'appelait Embrace et qui proposait justement un ensemble de services pour migrer vers le cloud. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce programme-là ? Alors, ce programme, en fait, et il faut déjà le repositionner. SAP est le leader mondial du logiciel. C'est la première société tech en Europe. Euh, donc, de ce point de vue-là, on a une offre qui est le socle central, c'est l'ERP, qui n'est pas en cloud, natif, on va dire, qui est essentiellement dans notre jargon on dit on-premise, c'est-à-dire en licence à la base. Donc il faut voir que l'ERP date chez SAP de l'époque de la création d'SAP, c'est-à-dire 1972. On parle de plus de 40 ans. Donc, mais par contre, inversement, on a acheté au fil du temps tout un ensemble de sociétés, SuccessFactors dans le domaine des ressources humaines, Ariba dans le domaine des achats et ainsi de suite. Et ces solutions-là sont en cloud native. Et donc, l'idée que nous avons, c'est que tout le monde, enfin tous les clients vont basculer leurs applications et leurs solutions dans le cloud. C'est inévitable, c'est écrit. Déjà dans 2 ans, 3 ans, on aura une grosse partie des applications, des processus qui auront été basculés dans le cloud. Donc nous faisons ça depuis plusieurs années, mais là on veut, grâce à ce programme Rise with SAP, on veut accélérer le mouvement, mais on veut l'accélérer, en particulier sur la partie ERP bien sûr, on veut l'accélérer mais pas n'importe comment. L'idée que nous avons, c'est de le faire, entre guillemets, d'aider nos clients à le faire le plus intelligemment possible pour qu'ils en tirent le maximum de valeur. Et ça n'est pas rien de le dire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser les processus en amont. Et pour ça, on utilise des benchmarks parce qu'on a la chance d'avoir une base installée énorme, des clients dans le monde entier et partout. Et donc, on peut regarder ce que font les acteurs
du même secteur d'activité ou d'autres secteurs d'activité, pour essayer de conseiller nos clients en leur disant voilà comment on peut passer dans le cloud en tirant le maximum. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi et donc il y a la partie on va dire optimisation des processus, il y a la partie transition technologique elle-même, c'est-à-dire qu'en fait la partie vraiment technique, la migration technique, et puis après il y a toute la partie infrastructure qu'il faut mettre à disposition. Donc voilà, RISE c'est ça, c'est comment on va aider les clients à aller dans le cloud, mais y aller avec une transformation. C'est aussi l'idée de dire qu'on laisse aux clients le choix de la façon dont ils veulent y aller. C'est-à-dire qu'on est le seul acteur actuellement sur le marché, il n'y en a pas d'autres, qui peuvent offrir aux clients des solutions en cloud ou des solutions on-premise. Alors, ça veut dire qu'à terme, on l'a dit, probablement, on sera dans un tout cloud ou quasiment, mais pour le moment, tous les clients n'ont pas envie de basculer dans le cloud l'ensemble de leur processus et l'ensemble de leurs solutions à la même vitesse. Certains veulent le faire graduellement parce que tout simplement certaines applications sont sensibles, nécessitent du temps. Elles veulent le faire en fait à leur propre cadence. Et nous, on peut leur offrir ça. C'est nous qui nous adaptons aux clients et pas l'inverse. Et ça, c'est une différence très notable par rapport au marché qui fait, à mon avis, toute la spécificité du modèle SAP. Dans RISE, il y a tout un ensemble de solutions SAP, il y a des services, il y a un partenariat avec les 4 hyperscalers, Google Cloud, Amazon, Alibaba Cloud et bien sûr Microsoft Azure. Il y a aussi un partenariat stratégique avec des acteurs, je veux citer Microsoft Teams en particulier que nous avons intégré dans les solutions ERP SAP S4 HANA et puis aussi dans la partie SuccessFactors. Et ensuite et surtout, c'est une méthodologie. Et comme vous l'avez rappelé fort justement, l'idée c'est que dans cette transformation, on puisse aider les clients à gagner sur le coût total de possession, avec des économies qui peuvent varier de 20%, qui peuvent même aller au-delà. Ça dépend de l'environnement du client. Les coûts directs qui vont être réduits, et là de façon massive, puisqu'on peut arriver à des économies qui peuvent aller jusqu'à 70 ou 80%. Ça dépend de la configuration du client, de sa taille, de ce qu'il veut faire, la vitesse à laquelle il veut le faire, mais c'est très substantiel. Pour tout vous dire, ce programme RISE with SAP n'est pas juste un projet, c'est déjà en pilote, en test. Il y a déjà de nombreux clients qui ont basculé dedans dans le monde. Et en France, le premier grand client qui a basculé dans RISE, c'est la société Atos. Et on sait les qualités d'Atos pour optimiser le système d'information de leurs propres clients. Donc, quand Atos regarde dans le détail RISE with SAP et dit « je veux y aller », on peut quand même être à peu près certain que RISE va avoir un intérêt pour nos clients parce que ce sont les champions de l'optimisation, donc ils y ont trouvé un intérêt. Et alors, est-ce que vous avez parlé de réduction des coûts de possession? Est-ce que vous engagez de manière contractuelle sur ce point-là, ou est-ce que c'est juste une déclaration d'intention que vous essayez au mieux de tenir comme engagement? Non, vous avez raison d'insister parce que c'est un point important. RISE with SAP, ça va être un contrat, une interface unique, ça c'est très important parce que les clients ont besoin d'avoir une personne à qui parler ou une société à qui parler mais qui est représentée par une personne. Donc une interface, un contrat et comme vous l'avez dit au tout début, un engagement. On va s'engager sur un certain nombre d'indicateurs, des SLA, sur lesquels seul SAP sera engagé. Et donc effectivement, il y aura des engagements également sur les prix que nous allons proposer dans RISE, mais ce sera très spécifique, client par client. C'est-à-dire que le client dans l'automobile ou le client, si on reste dans le même secteur, l'équipementier local et régional n'auront pas le même RISE parce que déjà ça va dépendre du choix qu'ils vont faire, par exemple sur l'hyperscaler, des solutions qu'ils vont vouloir intégrer, des services qu'ils vont vouloir mettre dedans et de la vitesse à laquelle ils vont vouloir aller dans le cloud. Mais l'avantage pour le client, c'est qu'il a affaire à une société SAP qui va les aider à gérer l'ensemble
et à optimiser leur système lorsqu'il aura basculé dans le cloud. Je veux rajouter pourquoi on fait ça aussi, parce que ces dernières années, soyons bien clairs, bien sûr, il y a eu un engouement sur le cloud, on l'a bien vu, puisque nous-mêmes, nous faisons maintenant une partie significative de notre chiffre d'affaires dans le cloud, mais il y a eu aussi sur le marché beaucoup de déceptions. Parce que le cloud, on s'attendait à ce que ce soit facile, pas de coûts, facile à gérer, etc. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas si simple que ça. Et nous, on pense aujourd'hui que si on le gère comme nous avons l'habitude de le gérer chez SAP, eh bien, c'est quelque chose qui peut être simple à mettre en place, simple à gérer et avec les résultats au bout, c'est-à-dire à la fois en termes de coûts et en termes de délai. Alors, il se trouve que je discutais hier avec un ami qui est DSI d'un groupe important. C'est entre un ETI et un grand compte. Et donc, je lui faisais part de l'échange qu'on allait avoir aujourd'hui. Et donc, la réaction, je vous la livre de manière brute. Première réaction, c'est de dire « Ah, SAP, ça coûte une blinde ». Donc, je vous le dis tel que ça m'a été dit. Et puis, les deux autres éléments qui m'ont été rapportés, c'est il y a de votre part je dirais une pression pour migrer vers S4 HANA. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi une pression pour évoluer vers le cloud, sachant que lui me disait, moi, je ne suis pas encore prêt à aller vers le cloud pour plusieurs raisons. Le fait qu'on va avoir affaire à des hyperscalers américains qui ont une position monopolistique. Le côté américain est un petit peu gênant pour des raisons de confidentialité. Et puis, il y a aussi l'aspect early adopter. Donc, en gros, ils ne souhaitent pas essuyer les plâtres des premiers qui vont vers cette migration. Comment vous réagirez si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, c'est exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire que je lui dirais que justement, Rise, ça n'est pas une pression pour aller dans le cloud à la vitesse d'SAP, c'est on se met à la vitesse du client. Donc c'est la grande différence. Si vous êtes face à quelqu'un d'autre qu'SAP, tous nos concurrents, sans exception, n'ont que des solutions cloud. Donc forcément, ils vont pousser du cloud. Nous, on va évidemment inciter les clients à aller dans le cloud puisque c'est le mouvement naturel et c'est ce qui va se faire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des clients qui sont prêts à basculer tout dans le cloud tout de suite. Il y a des clients qui veulent y aller, mais à une certaine cadence. Et puis surtout, ils vont segmenter les applications, certaines en disant celle-ci, je les bascule tout de suite, celle-ci, je les mets dans le cloud public, celle-ci, je préfère les garder. Et pour accélérer, ils vont regarder plein de choses. Ils vont regarder aussi la sécurité. C'est pour ça que nous avons mis toutes les offres de sécurité dans Rise, parce que ça, c'est un élément évidemment absolument crucial. Donc, je dirais que c'était le troisième point, je dirais que là, ce client peut être totalement rassuré sur le fait qu'il n'y aura pas de pression, il y aura une discussion où on va se mettre autour de la table avec lui pour discuter des enjeux, de ce qu'on peut gagner. Il y aura un travail de nos consultants en amont avec ses équipes pour essayer de voir ce qui est le mieux possible. C'est lui qui va décider de la façon dont il veut le faire et comment il veut le faire. Pour ce qui est entre guillemets, de la poussée pour aller vers S4, alors là, soyons clairs, c'est la première fois, enfin moi en tout cas dans mon expérience, et j'ai quand même maintenant une assez longue expérience et j'ai plutôt piloté pas mal d'entreprises, c'est quand même rare d'avoir un éditeur qui annonçait déjà 10 ans avant la fin de la maintenance des versions ERP, qu'on appelle ECC pour le moment, 10 ans avant. Ça a été étendu. Christian Klein, quand il a pris les rênes de l'entreprise, a étendu ça parce que voilà, les circonstances faisaient qu'il fallait l'étendre. Il y avait des demandes de clients et puis surtout la situation actuelle que nous connaissons fait que tout ça, ça a été étendu. Donc on est quasiment à 12 ans. On a annoncé 12 ans en avance qu'on allait arrêter la version ECC. Bah oui, c'est comme toute chose. Il y a un moment, un éditeur va basculer dans une nouvelle version. Je pense que là, les clients ont vraiment le temps. Moi, j'ai connu des éditeurs qui annonçaient 6 mois avant la fin de la maintenance d'une version, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Maintenir une version ancienne tout en lançant une nouvelle version, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, je rajoute quand même que il y a un intérêt réellement majeur à basculer dans S4. Cet intérêt, il est sur l'industrie, sur les métiers. C'est-à-dire que nous avons des spécificités par industrie qui font que lorsque le client passe en S4, il en tire des bénéfices évidents. Donc là encore, je dirais à ce client que le mieux, c'est qu'on se rencontre et qu'on discute de son environnement et de ce que va lui apporter S4. Parce que S4, c'est pas une migration technique. Bien sûr que c'est une migration technique, mais ça n'est pas que ça. C'est d'abord une migration qui va lui apporter
des fonctionnalités nouvelles et des apports à la fois sur l'industrie et sur ce qu'il fait au niveau de son activité. Euh, voilà, donc ça c'est pour répondre sur S4. Je rajoute au passage que les clients actuellement accélèrent le mouvement sur S4. Pourquoi? Parce que il y a une pénurie de consultants sur le marché. Je vous parlerai d'ailleurs peut-être tout à l'heure d'un programme que nous avons lancé qui me tient beaucoup à cœur. Et il y a une pénurie sur le marché de consultants, et plus vite on commence, et mieux c'est. Et enfin, votre premier point, le premier point de ce client, je reprends l'expression, ça coûte une blinde. Alors, ça, je pense que ça, moi quand j'ai débuté ma carrière, j'étais chez un autre grand acteur, IBM pour pas le citer, et à l'époque on travaillait évidemment beaucoup avec SAP, et on mettait en place des projets SAP, on faisait beaucoup de services chez IBM, toujours aujourd'hui d'ailleurs, ils en font toujours aujourd'hui. Et à l'époque, c'est vrai qu'SAP avait la réputation d'avoir des projets longs, un peu coûteux, surtout qui étaient un peu, on va dire, lourds. Mais ça, c'est fini. Ce temps-là est totalement révolu. Et moi, ce que je dirais aux clients, venez à notre Executive Briefing Center pour voir les dernières annonces, la qualité de nos produits. Et je vais vous donner un élément factuel. C'est qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires est fait dans les PME, PMI et les ETI qui choisissent les solutions SAP et qui les choisissent pour deux raisons, leur simplicité d'utilisation et de mise en œuvre et les coûts. Il n'y a pas une PME qui aujourd'hui risquerait à aller sur une solution lourde, compliquée et coûteuse. Ça peut, vous savez, dans une entreprise peut rater un projet, elle va pas, c'est pas une condition de survie, mais pour une PME, PMI ou une ETI, si. Donc une grosse partie de ce que nous le faisons dans les PME, PMI. Alors, vous avez parlé de la fin du support, donc je rappelle, la fin du support de la version ECC, c'est 2027. Elle a été repoussée de 2 ans. 2027. Elle était prévue à Ouais. 2025 et donc c'est repoussé à 2027. Alors maintenant, plus Donc ça a été généralement, annoncé en 2015. oui, Ça c'est avait ça. été annoncé en 2015 pour 2025, les 10 ans, et on a rajouté 2 ans. Alors pour reprendre une émission de télévision, je dirais c'est votre dernier mot, Gérald. 2027, c'est votre dernier mot. Ah, je crois, oui, parce que c'est pas moi qui peux le donner, le dernier mot, en l'occurrence, là, pour le coup. Mais en plus, je pense sincèrement que c'est une période très très longue. On est en 2021, on commence l'année 2021, on parle de 2027. Donc, je vous garantis qu'il n'y a pas un. En tout cas, nous, quand on reçoit des clients à notre Executive Briefing Center et qu'on regarde avec eux, ou alors quand on va les voir et qu'on discute avec leurs équipes et qu'on leur parle des qualités et du potentiel de S4, il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Après, la question, c'est que c'est un projet malgré tout, donc il faut choisir son partenaire intégrateur, il faut savoir comment on veut le mettre en place. Nous avons des consultants spécialisés, des experts qui peuvent apporter de l'aide aux clients pour faire ses choix. Donc voilà, mais vraiment, aujourd'hui, il y a pas trop d'hésitation à avoir sur les apports de S4. En plus, ANA, qui, comme vous le savez, est une base de données intégrée au produit, c'est fantastique parce que ça permet d'aller chercher du temps réel. Et c'était une idée d'ailleurs des fondateurs d'SAP qui à un moment donné, d'un des fondateurs d'SAP qui à un moment donné s'est dit pour qu'on gagne en vitesse d'exécution, il faut qu'on ait la donnée quasiment accessible en temps réel au niveau de la base de données. Ça a donné naissance à ANA, qui est une innovation absolument fantastique et dont aujourd'hui les clients qui l'ont mis en place ils s'en félicitent. Donc ça, c'est tout l'intérêt des bases de données dites in-memory, on est d'accord. Alors, je suis parti de la réaction d'un DSI, maintenant j'élargis un peu le propos. Donc il y a, dans les réactions un peu générales, il y a la troisième édition du rapport du CIGREF, je pense que vous l'avez lu, il y a je dirais des conclusions un peu générales et puis des conclusions plus spécifiques qui concernent SAP, qui sont parfois assez critiques. Et puis, je rebondis aussi sur le dernier numéro de l'USMAG, donc les utilisateurs SAP francophones. Et là, c'est une citation de Bernard Cotineau, qui est président de la commission organisation et gouvernance. Et en parlant du cloud, il dit, alors je le cite, je préfère être précis, une fois que les données et les infrastructures ont migré vers le cloud, l'éditeur fait ce qu'il veut et les entreprises peuvent difficilement changer de fournisseur. Cela crée une dépendance forte. Et il ajoute, pour l'heure, la migration des ERP dans le cloud est loin d'être massive, les grands groupes étant plus réticents que les ETI et les PME, notamment parce que le poids des développements spécifiques est plus important. Comment vous réagissez à tout ça? Là,
Vous savez, c'est un sujet, moi, j'ai beaucoup de considération pour le SIGREF et pour toutes les associations d'utilisateurs SAP. Honnêtement, d'ailleurs, c'est très impressionnant puisque je n'ai jamais vu d'association d'utilisateurs aussi importante que celle d'SAP. Sur le marché, il y a pas mieux. Il y a, si on prend l'USF, par exemple, je crois qu'il y a Jeanne Maria qui est le président me contredira peut-être, mais je crois qu'ils ont 2500 adhérents au moins, si ce n'est plus. Donc c'est assez incroyable. Euh, Leur avis nous importe parce que forcément, ça nous permet de nous améliorer, de regarder ce qu'il faut changer, etc. Mais non, la réalité, c'est que d'abord, moi, je ne vois pas ça. Aujourd'hui, je vois une accélération des clients pour basculer leur RP dans le cloud. Il y a d'abord ceux qui l'ont fait, et il y a ceux qui sont en train de le regarder de très près. Vous savez, l'expérience m'a montré une chose, j'ai eu l'occasion d'intervenir aussi au SIGREF à plusieurs reprises. Il y a une grande nuance entre ce qu'on observe dans les déclarations et ce que les clients font pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations générales, et puis après, quand les clients, on les rencontre et qu'on discute avec eux, on trouve toujours des accords. Je n'ai jamais été dans une situation où je n'ai pas réussi à trouver un accord avec un client. Ça peut prendre du temps, parce que les configurations sont différentes, parfois complexes, mais il n'est pas de situation où on ne trouve pas un accord et une possibilité d'évolution. Alors, est-ce que les clients sont prisonniers quand ils passent dans le cloud? Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Je l'ai dit moi-même. C'est-à-dire que je pense que quand je discute avec des associations, le CIGREF, mais aussi des clients directement, je vois bien, et là je ne parle pas des SAP, je parle du marché en général, les clients, il y a eu un écart entre ce qu'ils pensaient trouver dans le cloud et la réalité. Je dirais que c'est un peu comme l'open source, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné, tiens, c'est le nouveau Nirvana, et puis on se rend compte que c'est pas si simple. Alors, est-ce pour autant dire que le cloud n'est pas le mouvement de demain? Bien sûr que si. Moi, je suis absolument, alors là, convaincu à 2000% que, je vous l'ai dit aussi en début dans 3-4 ans, 80% des applications et des solutions auront basculé dans le cloud, c'est une certitude. Les clients vont le faire à leur vitesse et vont le faire comme ils ont l'intention de le faire, mais ils vont le faire parce que c'est la logique. Maintenant, et là où je rejoins ce qui a été dit précédemment et cette déclaration, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Est-ce qu'il y a un lien de dépendance? Sincèrement, si vous le faites en mettant en place la bonne analyse, ce que propose Rise with SAP, c'est exactement ce qu'on propose, de faire correctement avec la bonne gouvernance de façon justement à avoir une forme, entre guillemets, d'indépendance. Il n'y a pas d'indépendance totale, ça n'existe pas, puisque à partir du moment où vous choisissez un acteur, sauf à vous dire que l'argent n'est pas un critère, le financier n'est pas un critère, et que vous pouvez changer du jour au lendemain tout le temps. Mais honnêtement, les clients, s'ils le font comme je l'ai en tête et comme a été construit Rise with SAP, ils auront une indépendance qu'ils n'ont pas actuellement. Quand vous choisissez aujourd'hui un ERP, par exemple, si on prend un ERP, vous le mettez chez vous avec votre infrastructure, votre équipe, les contrats de maintenance, de support, et je ne parle pas que du logiciel, il y a le hardware, il y a les services additionnels, et vous rentrez dans des relations avec des partenaires qui vont mettre en œuvre le projet et qui vont vous proposer des avenants et des évolutions et le changement de version. Vous êtes obligé de réfléchir à la. Bon, on connaît tout ça. Donc là, on va rentrer dans une relation qui va être totalement différente, où en fait, vous achetez non plus des produits, vous achetez un service. Et ça change tout. Vous achetez un service et vous sous-traitez à un spécialiste des systèmes d'information la gestion de votre infrastructure et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire de tout votre système d'information finalement. Vous faites confiance. Et ça va totalement changer la donne. C'est-à-dire que quand un client qui est dans le cosmétique va confier son ERP ou ses ressources, la gestion de ses ressources humaines à un acteur, mettons SAP, il va pouvoir, lui, se consacrer à son métier, c'est-à-dire concevoir, fabriquer et vendre des produits cosmétiques. Ça veut dire que vous allez favoriser les services managés, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez conseiller à vos clients de sous-traiter justement cette gestion
de toute l'infrastructure pour qu'ils se consacrent plus à leur métier. C'est un peu ça? Alors, pour être plus exact, là encore, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on va à la cadence du client et justement, par rapport au client que vous aviez cité tout à l'heure, on ne va pas forcer les clients à aller dans une direction ou une autre, on s'adapte au client. Simplement, Rise with SAP, c'est un outil pour permettre de simplifier ce travail et de le faire avec méthodologie, méthode et vitesse. Mais c'est le client qui décide. Si le client décide de dire je veux confier telle et telle partie à SAP, je veux aller sur Microsoft Azure comme acteur, comme hyperscaler, et ainsi de suite, c'est le client qui va dessiner, entre guillemets, dessiner son RISE. Parlons toujours du cloud. Il y a les hyperscalers dont vous avez parlé, c'est des fournisseurs américains. Et il se trouve qu'il y a un projet, Gaia X, donc projet de cloud européen, qui en fait agrège un certain nombre d'acteurs, des acteurs européens, mais aussi des acteurs américains et des acteurs chinois. Et dans les acteurs américains, il y a les 4 grands, enfin les 3 grands que vous avez cités, puis il y a un acteur chinois aussi qui est dedans. Finalement, d'abord, vous êtes partie prenante de ce projet Gaia, SAP, mais comment vous voyez les choses? C'est-à-dire que, imaginons que AWS soit en tant que membre de Gaia, il se soumet aux règles, aux normes, aux procédures qui sont imposées par Gaia, donc il y a une espèce de AWS européen et puis un AWS standard. Comment vous voyez les choses? Comment les choses vont être gérées de ce point de vue-là? Alors, d'abord, Gaia X, premièrement, alors non seulement on est impliqué, mais on est même une entreprise, on était un des fondateurs finalement de Gaia X, hein, puisque je rappelle qu'au départ, Gaia X, c'est un projet qui était quand même très allemand et qui ensuite s'est ouvert à la France, puis à d'autres acteurs, et puis progressivement, effectivement, comme vous l'avez dit fort justement, qui s'est ouvert plus largement. Moi, je trouve que Gaia X est génial parce que regardez ce qui s'est fait dans l'aéronautique avec Airbus, où l'Europe existe et voire même pas existe, domine actuellement. Enfin, je veux dire, on a le leadership. Quand on regarde ce qui se passe dans le domaine numérique, la première société tech européenne, c'est SAP. On pèse, selon les moments, entre 150 et 200 milliards de dollars en bourse. C'est-à-dire qu'on arrive à être en compétition, on peut peser face aux grands acteurs américains. Je ne parle pas des GAFA, parce qu'eux, ils sont hors course, mais les acteurs qui sont américains, et puis certains qui commencent à émerger, comme vous l'avez dit, en Asie. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir qu'en Europe, à part SAP, il y a Dassault Systèmes, mais qui doit peser de mémoire dans quelque chose comme 40 milliards, ce qui est très bien. Mais vous voyez, il a déjà le seuil. Et puis après, on descend vraiment très en dessous. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe a un problème de représentation au niveau technologique pour peser entre les deux par rapport aux 2 autres continents. Donc Gaia X, c'est la promesse de pouvoir construire des projets qui vont nous permettre de nous repositionner. Donc c'est génial. Les acteurs, les pays qui sont rentrés dedans et les acteurs qui sont rentrés dedans apportent leur contribution. Le fait qu'on ouvre ça aux Américains et à l'Asie n'est pas une mauvaise chose parce que c'est vrai que ça peut en surprendre certains qui disent oui, mais bon, est-ce qu'on avait intérêt à faire ça? Mais moi, je trouve que oui, parce que l'innovation, il faut aller la chercher partout. Et on peut quand même admettre que les Américains et les entreprises asiatiques ont quand même démontré un réel leadership. Donc ça vaut le coup de partager. Après, il va falloir effectivement qu'il y ait des règles qui soient fixées, que je ne connais pas aujourd'hui, et qui permettent de poser des jalons, parce que le but, c'est quand même de construire des solutions européennes. C'est le principe. Donc le but, c'est pas de faire autre chose. Alors, il y a d'ailleurs des acteurs majeurs. Nous sommes, comme vous le savez, dans notre écosystème, nous avons de nombreux acteurs qui travaillent avec nous, comme par exemple Accenture, Capgemini, je parle des sociétés de conseil et d'intégrateurs, Pricewaterhouse, Deloitte, Capgemini, je crois que je l'ai déjà cité. Mais il y en a un qui est à la fois pour nous un très grand client, et qui est aussi un vrai partenaire, et qui a choisi donc Rise with SAP, c'est Atos, comme je le disais, qui eux-mêmes travaillent sur des réflexions
je crois, avec une autre, enfin, je crois, j'en suis sûr, avec une autre société française qui travaille sur des projets pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. OVH, c'est de dont je veux parler. OVH, c'est une réussite incroyable. C'est une magnifique entreprise. Donc nous, on regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt parce que bah voilà, au-delà d'être des dirigeants d'entreprises européennes, on est aussi des citoyens européens et on a envie que l'Europe existe aussi dans le domaine technologique. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, ce qui est assez clair, c'est qu'on est au tout début d'une nouvelle aventure et on est loin Ça, c'est clair. d'en avoir fini le chemin. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci Gérald Carsanti. Merci.